Vous avez besoin d'un peu de matériel et je vous propose de fermer les yeux parce qu'on va se pencher sur deux cas de figure différents. Alors pour le premier cas de figure, il n'y a pas besoin de prendre une position méditative, mais simplement en fermant les yeux, ça facilite un petit peu le travail. Un moment désagréable, un moment de stress aigu, un moment désagréable si possible récent, que vous soyez d'accord de revisiter tout à l'heure, puisqu'on le fera. Un moment où vous avez ressenti de la colère ou de la frustration ou de la tristesse ou de l'anxiété ou de la culpabilité ou de la honte, quelque chose. Alors ça, c'est pour le stress aigu. Maintenant, on va aussi aborder les problèmes chroniques. Alors, par problème chronique, on en rencontre régulièrement, on en a toujours un plus ou moins, qui est plus ou moins important. Je sais que le premier des problèmes chroniques que j'ai rencontré dans ma vie, c'était un problème avec le sommeil. Je crois que j'avais à peine 5 ou 6 ans. J'ai déjà raconté ça pendant une retraite. Et alors que tous les enfants sains et équilibrés dormaient, j'étais en train de me demander quelle est la différence entre le sommeil et la mort. Ça ne m'aidait pas à m'endormir. Et mes problèmes de sommeil sont devenus chroniques pour plein de raisons. Mais une des manières dont je l'ai remarqué, quand j'étais adolescent, je pense, c'est que les bonnes nuits, les nuits où je dormais bien, étaient des nuits sans insomnie. Ce n'étaient pas des bonnes nuits pour moi. Donc ce problème, même quand il n'était pas présent, était présent. C'est-à-dire que les bonnes nuits étaient simplement un répit dans un flot continu d'insomnie. Et quand un problème qu'on rencontre est présent, même quand il est absent, c'est-à-dire quand il ne quitte jamais vraiment le champ ce à quoi on pense, on peut considérer qu'il a pris cette place de problème chronique. Donc que ce soit un problème de santé physique, que ce soit un problème psychologique, un trouble de la personnalité, un problème relationnel qu'on a directement avec quelqu'un ou des problèmes relationnels entre des proches, toute cette catégorie de problèmes qui finissent par devenir des espèces de nuages au-dessus de nos têtes et on a l'impression qu'ils sont tout le temps là. Donc j'aimerais vous proposer de prendre le temps de à nouveau fermer les yeux si vous ne l'avez pas fait et de vous poser la question: quel est mon nuage du moment? Si vous deviez en choisir un, peut-être celui qui occupe le plus d'espace. Ça peut être un problème de santé physique, ça peut être un problème de santé psychologique, problème relationnel. Il y a un idéal face aux problèmes chroniques quand on part du principe qu'on est impuissant à les changer. L'idéal, c'est de faire l'expérience de ce qu'on appelle l'acceptation, c'est-à-dire cette capacité à ce que justement ce gros nuage noir perde de son importance parce que on accepte sa présence. Et il y a cette citation de Michael J. Fox que j'aime bien. Oui, c'est toujours drôle de se dire que c'est Michael J. Fox. Si vous voyez sa tête, c'est cet acteur qui jouait les Golden Boy dans les films dans les années 80 et qui a été atteint de la maladie de Parkinson il y a, je pense, une vingtaine d'années. Et il faut comprendre aussi cette citation dans le contexte du rapport qu'il a avec sa maladie. Il y a une idée qui m'est apparue il y a quelques années et que j'aime beaucoup. Mon bonheur est simplement proportionnel à mon acceptation et inversement proportionnel à mes attentes. C'est la clé pour moi. Si je peux accepter la vérité de « voilà ce que j'ai à vivre, ce n'est pas ce que j'attendais »,
mais c'est la réalité de mon expérience, alors il me vient toute cette liberté de vivre d'autres choses. Et c'est évidemment juste. Il suffit de l'entendre pour savoir que c'est vrai. Mais l'acceptation, je trouve que c'est délicat de la prescrire, parce qu'en fait, l'acceptation n'est pas un truc qu'on peut générer. C'est un résultat. C'est une conséquence de ce qu'on peut faire en lien avec les problèmes qu'on rencontre. Et l'acceptation nous tombe dessus comme une heureuse surprise, mais on ne peut pas se dire « accepte » ou « sois plein d'acceptation ». C'est un peu la même chose que pour le pardon. J'ai toujours... Alors, il se peut que je me trompe, mais j'ai toujours trouvé que le pardon dans les relations humaines, c'était une espèce d'idéal. Mais de prescrire le pardon, il faut pardonner. Oui, on sait bien qu'à partir du moment où on est capable de pardonner à quelqu'un avec qui on était très en colère, contre qui on était très en colère, on sait qu'on se sentira mieux. On sait que pour nous, c'est la meilleure des issues possibles. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter. Et c'est la même chose pour l'acceptation. Donc, ce que j'aimerais évoquer, c'est les moyens de favoriser l'apparition de l'acceptation au travers de la méditation, d'une attitude méditative. Et il y a un poème très court de Wendell Berry qui, pour moi, évoque exactement ce qu'on peut faire pour aller dans cette direction-là. Je le lis d'abord en anglais avec mon accent abominable parce que c'est beaucoup mieux en anglais que dans ma traduction. Je vous lirai ma traduction aussi. To go in the dark with the light is to know the light. To know the dark, go dark. Go without sight. And find that the dark too blooms and sings, and is traveled by dark feet and dark wings. Aller à l'obscurité avec de la lumière, c'est connaître la lumière. Pour connaître l'obscurité, reste dans le noir. Va sans rien y voir. Tu verras que l'obscurité, elle aussi, fleurit et chante, et qu'elle est parcourue par de sombres pattes et de sombres ailes. C'est une invitation à explorer cette chose obscure, les problèmes, hein, avec une curiosité qui permet d'y voir des choses qu'on ne verrait pas si on s'arrête au fait que c'est simplement sombre. Alors, concrètement, donc la question, le genre de question qu'on se pose, première chose importante à mes yeux, ça ne va jamais être qu'est-ce que la méditation peut faire pour que ça aille mieux, ni comment puis-je contrôler mes émotions, contrôler ma douleur, contrôler ma maladie, contrôler mon trouble de la personnalité, ni que faire pour changer ce que je ressens et comment je le ressens. Avec toute cette catégorie de questions-là, en fait, au moment où on les pose, on fait deux choses. On oriente notre esprit vers le futur, parce qu'on pense à un résultat qu'on aimerait obtenir, donc on n'est déjà plus dans l'instant présent. On est dans un futur meilleur. Et on désire autre chose que ce qu'on a, donc on rejette aussi ce qu'on a, la situation présente. Donc ce sont des questions qui nous mettent en position de penser au futur et de rejeter ce qu'on est en train de vivre. Donc ce n'est pas des questions très méditatives, même si elles sont humainement inévitables et complètement légitimes, mais ce n'est pas ce genre de questions-là qu'on va se poser. On peut simplement observer quand c'est ces questions-là qu'on se pose. La question dans une perspective méditative face à un problème qu'on vit, la question c'est « puisque je vis ce que je vis, alors, pendant que je le vis, quelle est la meilleure chose que je puisse faire de mon attention ? Quelle est la meilleure façon dont je peux employer mon attention durant ce moment-là ? » Et ça, c'est une question méditative. C'est la question qui nous permet de faire usage de notre attention d'une façon qui soit appropriée, aussi appropriée que possible, dans une situation qui est difficile pour nous. Et ça nous renvoie à l'instant présent et au choix qu'on fait par rapport au rapport qu'on a à cet instant-là.
partant du principe évidemment que ce qui nous arrive, si on pouvait le changer, on l'aurait déjà fait. Donc que c'est pas à ce niveau-là que se trouve une réponse appropriée pour nous. Ça, c'est la question. Maintenant, à cette question, quelle est la meilleure chose que je puisse faire de mon attention? Il y a deux catégories de réponses. Ou bien on se focalise sur autre chose que le problème, la distraction, puisqu'il y a beaucoup d'autres choses dans notre expérience que le problème et la façon dont il se manifeste pour nous. On peut délibérément penser à autre chose, faire usage de notre capacité à concentrer notre attention sur quelque chose volontairement, qui est ce qu'on cultive avec la méditation, et penser à autre chose volontairement. Et la deuxième chose qu'on puisse faire, c'est observer le problème, observer ce qui nous arrive, en pleine conscience, d'une manière méditative, donc d'une manière différente que d'habitude, qui soit plus adéquate et plus fructueuse pour nous. Et on va explorer les réponses qu'on peut apporter à cette fameuse question dans ces deux cas de figure, le stress aigu, le moment de stress qu'on vit, et on peut parler de stress chronique, ou en tout cas de problème chronique. Alors, le stress aigu, si vous avez suivi un cours MBSR il y a longtemps, je vais vous faire un récapitulatif de la perspective qu'on a dans le cours. Un stress aigu, il y a un stresseur, une situation qui nous met dans un état de stress. Quand on est face à ce stresseur, on a une réaction physiologique. Notre corps se met en mode combat ou fuite, c'est-à-dire que le cœur va battre plus vite, que le corps va s'activer dans cette réaction de stress. En même temps que cette réaction physiologique, en tout cas on le vit de façon simultanée, il y aura une émotion, de la peur, de la colère, toutes sortes d'émotions désagréables liées à des moments de stress. Et c'est le moment important pour nous, après cette émotion, il y a presque toujours une réaction à l'émotion. On peut surenchérir sur l'émotion, on peut avoir peur des conséquences de ce qu'on est en train de vivre, on peut fuir dans une plaque de chocolat ou un verre de whisky. C'est ces réactions qu'on avait appelées les flèches dans le cours MBSR et qui peuvent transformer un moment de stress qui aurait pu durer 90 secondes en 5 heures de rumination, de boulimie, d'alcoolisme et de séries télé avalées en boucle sans obtenir pour autant le soulagement ni la satisfaction. Mais le stress est une bonne chose en lui-même. Il nous permet de faire face aux problèmes qu'on rencontre. Les émotions qui accompagnent le stress sont d'excellentes choses. La colère nous permet de mobiliser notre énergie, de passer à l'action. L'anxiété, la peur nous permettent d'éviter des situations problématiques. La tristesse nous permet de chercher du réconfort quand on en a besoin, de se reposer parfois. La culpabilité et la honte évitent qu'on soit des psychopathes et nous permet de vivre de façon harmonieuse avec nos proches. Donc, les émotions sont utiles et appropriées en elles-mêmes. Et même la réaction, j'avais donné cet exemple dans le cours, si vous l'avez suivi il y a 2 ans ou moins, de mon rapport à ce distributeur automatique Selecta, où je m'étais trouvé régulièrement devant ce distributeur et je fuyais quelque chose de désagréable en mettant une pièce dans le distributeur et en prenant un Chokito que je mangeais sans en profiter et pour lequel je me sentais mal après coup. Et quand je m'en étais rendu compte, j'avais arrêté de prendre le Chokito, j'étais très fier de moi. Je m'observais simplement être dans un état désagréable face au distributeur quand j'étais stressé, mais je ne le prenais pas. Et quelques semaines plus tard, j'ai délibérément choisi le Chokito, j'ai mis une pièce en pleine conscience, j'ai pris le Chokito, je l'ai mangé en savourant chaque morse et j'étais très content de moi. Donc la fuite dans le chocolat n'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'ingrédient magique pour vivre un moment de stress d'une façon satisfaisante, c'est la pleine conscience. Si on est en pilotage automatique et qu'on se jette sur le chocolat sans qu'on soit conscient de ce qu'on fait, on va forcément souffrir des conséquences de ce qu'on aura fait. Si on savoure chaque morce du chocolat, ça peut être une réponse adéquate à une émotion qu'on n'a pas d'autre moyen de vivre de façon satisfaisante, un moyen de trouver un état plus agréable. Donc ça, c'est la théorie pour
le stress aigu quand il nous tombe dessus. Nous avons ici un magnifique cortex préfrontal qui nous permet de réguler, entre autres, de réguler nos émotions et d'inhiber les comportements inappropriés. En situation de stress, l'amygdale, donc le siège des émotions, au moment où, paf, l'émotion liée à la situation de stress apparaît dans le cerveau, l'amygdale va activer des réseaux dans le cerveau qui vont court-circuiter, bloquer le fonctionnement du cortex préfrontal. Donc cette capacité à moduler nos émotions, à filtrer les réponses inappropriées, on la perd. Donc en situation de stress, on est plus vulnérable justement aux mauvaises solutions, aux mauvais circuits habituels que sont le recours au chocolat, la rumination en boucle, et toutes ces choses. Cette part de sagesse en nous, de modulation de l'émotion, dire mais c'est pas grave, on va faire ça, n'est plus là. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes, pour prendre l'exemple de la nourriture, parce que ça marche extrêmement bien, qui n'ont pas envie de manger un paquet de chips entier, qui trouvent ça grotesque de le faire. Et si on leur dit, mais est-ce que ça te paraît une stratégie appropriée quand tu es stressé de manger un paquet de chips en entier, elles diront non. Donc elles le savent, leur cortex préfrontal est complètement au courant. Et il sait aussi que c'est insatisfaisant quand elles l'ont fait. Mais en situation de stress, il y a cette inhibition du cortex préfrontal, on devient un peu idiot et on mange le paquet de chips. Donc, la méditation, ça a été étudié, densifie le cortex préfrontal et diminue la taille de l'amygdale. Et diminue aussi les connexions fonctionnelles entre le cortex préfrontal et l'amygdale. Donc diminue la capacité de l'une de court-circuiter l'autre. Donc quand on médite, on active le cortex préfrontal, qui est justement cette capacité à moduler les émotions, mais à faire preuve de métacognition, d'observation de ce qui se passe en nous. Et plus on médite souvent et depuis longtemps, plus ce cortex préfrontal sera renforcé, autant qu'on puisse en juger par les quelques études qui ont été publiées jusqu'à présent. Donc, on va de plus en plus diminuer ces circuits de comportement habituels du amygdalien. Et la méditation permet de rétablir un fonctionnement normal, approprié de ce fameux cortex préfrontal. Donc, quand on pratique ces pauses méditatives en situation de stress, si ça peut vous aider de vous imaginer ce qui se passe dans votre cerveau, c'est ça, en fait. On arrête, on appuie sur pause, et en méditant, on réactive cette capacité à filtrer les comportements inadéquats et à prendre des décisions appropriées qui répondent vraiment aux problèmes que nous pose la situation de stress. Encore une fois, peu importe quand on le fait, pour ces mini-méditations, on peut les faire avec un peu de chance. Quand on vit pour la première fois la situation de stress, on peut les faire dans un deuxième temps, quand on subit encore l'impact de ce qu'on a vécu, ou on peut les faire beaucoup plus tard, en rentrant chez soi, quand on a ruminé, on re-rumine pour la énième fois la même situation, et que c'est le flashback qui est le stresseur et plus une situation réelle qu'on est en train de vivre. Mais ça n'a pas d'importance. On peut réactiver ce cortex préfrontal à n'importe quel moment. Ça nous permettra toujours de vivre l'instant d'après différemment. C'est ce que dans le cours, je parle de la 348e flèche. Si on en est à la 348e flèche, c'est-à-dire si on a eu des heures de rumination et de fuite et d'anticipation anxieuse et de jugement de nous, on peut quand même vivre l'instant suivant différemment. C'est toujours ça de prix. Donc, on va vivre une mini-méditation pour vous rafraîchir la mémoire, avec peut-être juste un rappel. Ces mini-méditations sur les moments de stress, on y utilise un mélange de cette capacité à nous distraire, c'est-à-dire à penser volontairement à autre chose qu'au problème, et aussi cette capacité d'observer en pleine conscience les émotions qu'on est en train de vivre. On y a recours au corps, parce que le corps est le meilleur moyen de se saisir d'une expérience désagréable. Le corps est toujours dans l'instant présent,
Donc à partir du moment où on s'intéresse au corps, on ne rumine plus ou moins, tout en étant en contact intime avec ce qu'on est en train de vivre. Donc c'est un bon moyen. J'aime bien le mot de se saisir d'une expérience désagréable, parce que si on veut se saisir de quelque chose de désagréable au travers de nos pensées, elles sont tellement difficiles à appréhender, elles ont une telle tendance à s'auto-alimenter et à prendre de plus en plus d'ampleur que c'est très difficile de le faire. Par contre, de commencer par s'intéresser à ce qui se passe dans le corps, ça nous donne une forme de stabilité dans le rapport qu'on a à un moment de stress. Je rappelle la phrase de Kabir dans son poème que j'aime bien. « Sois fort alors et entre dans ton propre corps. C'est seulement là que tu trouveras un sol ferme pour tes pieds. » Alors je vous propose de le faire ensemble. Vous avez un souvenir d'un problème que vous avez vécu, un moment de stress que vous avez vécu. Tout le monde a quelque chose? Ok, ça semble être le cas. Alors vous pouvez vous installer dans une position évidemment confortable. La méditation ne sera pas longue, mais pour penser à quelque chose d'inconfortable, j'aime beaucoup être installé confortablement. Position assise, relâchée. Et puisqu'il y a tant de ces moments désagréables qu'on vit à cause de flashbacks, on va simplement s'imposer un petit flashback en prenant le temps de vous rappeler de ce moment désagréable avec autant de précision que possible. Quand est-ce que ça a eu lieu? Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Est-ce que vous pouvez vous rappeler du moment le plus désagréable dans ce moment désagréable, de l'instant qui a été pour vous le plus pénible? Et en tournant maintenant votre attention vers le corps, quelles sont les sensations dans le corps en réaction à ce souvenir? Où sont-elles? Quelles sont ces sensations? Avec beaucoup de curiosité. Et en restant avec elles, instant après instant, restant avec le corps. Et quand vous avez pris conscience des sensations dans le corps, en prenant le temps de nommer les émotions que vous avez ressenties pendant ce moment. Important de les nommer vraiment intérieurement, d'utiliser votre voix intérieure et de prononcer le nom de chaque émotion que vous pouvez reconnaître.
les émotions pendant, après, si elles sont différentes, celles que vous avez vécues après. En laissant ce souvenir être présent, mais consacrant maintenant pleinement votre attention à la respiration. Et si ça vous aide, vous pouvez compter les respirations. Sentir l'inspiration, sentir l'expiration, compter 1, sentir l'inspiration, l'expiration 2, jusqu'à 5. Quand vous arrivez à 5, 4, 3, en revenant en arrière jusqu'à 1. Le comptage intervient seulement entre deux respirations. Le centre de l'attention reste la sensation du soulèvement et de l'abaissement, respiration après respiration. Continuant à avoir conscience de chaque respiration avec ou sans comptage. En laissant la respiration pour vous demander à nouveau comment sont les sensations dans le corps maintenant. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'elles ont changé? Et comment est l'état d'esprit maintenant? En gardant cette situation à l'esprit, prenons le temps de répondre à une première question. Dans cette situation que vous avez vécue, qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre soin de vous, pour faire quelque chose qui vous ferait du bien, qui vous permettrait de vous sentir mieux pendant ou après cette situation?
Prenant le temps de répondre à une deuxième question. Dans cette situation, qu'est-ce que vous pourriez faire pour agir, pour répondre de façon adéquate à ce qui se passe? Et en prenant le temps de répondre à une dernière question qui n'est pas moins importante que les deux précédentes. Dans cette situation, qu'est-ce que vous pourriez souhaiter le bienveillant à la personne qui l'a vécu, à vous-même, quand vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous pourriez vous souhaiter à vous-même de bienveillant? Pas un but à atteindre, vraiment un souhait bienveillant. Je me souhaite, qu'est-ce que vous vous souhaitez? Quand on a passé un moment avec la respiration, ce fameux cortex est réactivé, et du coup, on est en mesure de répondre à des questions intéressantes, des questions intelligentes à se poser. Et il y a une espèce de gradation, parce que, évidemment, quand on peut faire quelque chose, c'est bien. Donc c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Quand on ne peut pas faire quelque chose, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Parce qu'on peut peut-être pas faire quelque chose pour changer la personne imbécile et abrutie qui vient de nous parler, mais on peut se couler un bain chaud. Donc on peut prendre soin de soi. Ou on peut manger du chocolat, mais en pleine conscience. C'est aussi prendre soin de soi. Donc, si on peut rien faire, on peut au moins prendre soin de soi d'une manière ou d'une autre. On peut prendre le téléphone et appeler quelqu'un, lui en parler, etc. C'est toutes ces choses, le self-care, comme disent les Américains, quand on prend soin de soi. Ça sonne toujours mieux quand c'est en anglais. Et puis, si on peut pas, ou si on peut, mais imaginons même qu'on ne puisse rien faire pour prendre soin de soi, ce qui peut arriver si on se pose cette question-là dans un contexte où il n'y a pas de répit possible. On peut au moins se souhaiter quelque chose de gentil à soi-même. Ça fait déjà du bien. Quand on est passé par la case respiration, on peut se poser ces questions-là. Et évidemment, on a aussi pris ce que tu évoquais tout à l'heure, la perspective méditative, qui est une perspective où on se décentre un petit peu pour pouvoir, s'appuyant sur le corps, observer ce qui nous arrive avec cette curiosité et cette capacité à dire « Ah ah, il y a de l'anxiété, il y a de la culpabilité, il y a de la colère. Comme c'est intéressant. C'est ça que je suis en train de vivre. » Et à partir du moment où vous dites anxiété, où vous dites colère, où vous dites culpabilité, vous êtes désidentifié de ces émotions. Vous n'êtes plus la colère, vous n'êtes plus la culpabilité, vous êtes cette partie de vous qui est capable de l'observer. Ce qui est, là aussi, par excellence, une compétence du préfrontal. Donc, on se remet vraiment dans cette position de métacognition, d'observation de ce qui se passe en nous, qui nous permet de nous poser des questions intelligentes et d'y apporter les réponses adéquates. Moi, là où je bute quand même, But. c'est que du moment que ce fameux cortex est inhibé,
on a justement, enfin c'est un peu paradoxal, là. Il me semble qu'on n'a justement pas le discernement pour déjà penser à respirer. Il y a ce moment T, moi, qui me dépasse, quoi. Ah, oui. Alors quand on le refait, quand on n'est pas dedans en plein, puis qu'on n'a pas l'émotion à 10 sur 10, je suis convaincue de ça et ça marche. Je suis convaincue. Mais quand on est en Mais plein il y a dedans, non. souvent, voilà, quand on est en plein dedans, je me dis justement, ben, j'ai pas cette capacité-là. Comment je peux penser à faire ça? Parce que je suis un peu anesthésiée, enfin je suis ou on est un peu anesthésié. Oui. C'est juste là où je bute, moi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est pas possible de le faire souvent dans le feu de l'action, quand on est en plein dans le moment de stress où on aurait le plus besoin d'être capable de le faire. Mais c'est pas tragique, parce qu'il y a tout le temps de flashback qui est très désagréable aussi, et où là, souvent, on peut le faire. Donc, si on n'avait plus que des moments désastreux de stress aigu, mais que le temps de rumination était divisé par 4, ce serait vachement bien. Et une fois qu'on a fait ça, c'est une compétence qu'on continue de développer aussi dans notre cerveau. Donc, plus on le fait régulièrement, plus ça devient possible de le faire en amont de la situation. Et en tout cas, c'est pas mal comme ça que je le vis. J'ai l'impression qu'il y a d'abord des situations que je reconnais comme étant problématiques, mais que je suis incapable de vivre différemment. Mais je suis capable, parce que je les ai déjà reconnues comme problématiques, de vivre l'après, le temps de rumination différemment. Et petit à petit, il y a un moment où il y a un état de conscience suffisant quand ça se passe pour qu'on puisse aussi avoir ce moment de détachement. Et souvent, c'est intéressant de remarquer, en tout cas pour moi, ça s'est très souvent passé comme ça, il y a d'abord une phase, il y a une phase d'inconscience. Donc je vis le moment de stress et je suis complètement pas là. Et je me réveille quand c'est fini, et trop tard, mais pas trop tard, voilà, pour vivre différemment la rumination post-moment de stress. Et puis, il y a un moment intéressant où je vis le moment de stress, où je fais les mêmes erreurs, mais où je suis conscient. Comme ces rêves abominables où on a une lucidité du cauchemar qu'on est en train de vivre, mais on est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, ces moments-là se produisent aussi. On a un de ces moments répétitifs, ces interactions insatisfaisantes, et on réagit de la même manière que d'habitude, mais on est là pour se dire, mais pourquoi je fais ça déjà, c'est complètement idiot. Ou vous êtes en train de manger le paquet de chips et vous dites, mais vous n'êtes pas en train de le manger en ayant cette espèce de naïveté de vous dire, oui, c'est pas grave, cette fois-ci je le mérite, puis j'en ai besoin, et puis demain je mangerai rien. Vous êtes en train de vous dire, je mange un paquet de chips, c'est nul, c'est complètement nul, je vais me sentir nul après, pourquoi je fais ça, c'est grotesque. Et vous avez ce degré de conscience supérieur. Et ben, vous n'êtes pas loin du moment où vous pourrez vous arrêter à la moitié du paquet. Donc c'est vraiment graduel. Et c'est intéressant de le remarquer, mais effectivement, on est complètement impuissant quand on est vraiment... il est effectivement déconnecté, notre préfrontal. Donc il faut que quelque chose se passe pour qu'on puisse même se poser la question, et si je faisais de la pleine conscience? Il faut déjà qu'on ait récupéré quelque chose. C'est dans les situations qu'on peut anticiper. Si vous avez par exemple une rencontre avec un membre de votre famille avec lequel ça se passe souvent pas bien, pour ne prendre qu'un exemple, là vous pouvez vraiment planifier, vous dire ok, j'aimerais booster un petit peu mon préfrontal. Donc 5 minutes avant, je médite pendant 5 minutes. Et comme ça, vous serez encore dans le prolongement de cette capacité à observer ce qui se passe en vous quand vous commencez à vous entretenir avec cette personne. Donc on peut aussi avoir une espèce de petite préparation mentale avant un moment difficile. Oui, donc là, on a bien parlé de l'après et de l'avant pour le stress aigu. Bon, le problème avec un P majuscule. Donc, quand on parle de stress chronique, il peut s'agir d'une situation personnelle, de conflit interpersonnel, de tout processus de deuil et du chagrin, de la dépression, d'une maladie ou d'une douleur chronique, d'un accident avec une longue réhabilitation, d'un trouble de la personnalité, toutes ces choses qui nous accompagnent sur des périodes plus longues que le moment difficile que vous avez évoqué tout à l'heure. Et je vais parler de l'aspect pleine conscience pure, mais face à ces problèmes-là, la distraction reste une bonne stratégie.
être capable de se concentrer sur quelque chose pour ne pas être trop absorbé par le problème avec un grand P est une compétence de méditant qu'on cultive à chaque fois qu'on observe la respiration et qui est extrêmement importante parce que même quand on a un problème avec un grand P, on a une vie à vivre. Et il y a des moments qu'on aimerait vivre sans être absorbé par ce problème-là. On doit être capable aussi de se fabriquer des oasis de stabilité, des moments méditatifs où on ne pense qu'à la méditation autant que possible et où du coup on se soulage un petit peu de cette absorption par le problème. Alors, sur le plan méditatif, parfois, surtout dans les journées difficiles, tous les petits trucs qu'on a utilisés dans le cours, le comptage par exemple, ou la note mentale, lever, baisser, corps, ou inspire, expire, sensation, peut vraiment être aidant. Parce que parfois, si c'est une journée difficile en relation avec ce problème, vous aurez besoin de vous remplir la tête pour pouvoir méditer. Et se remplir la tête, quand on a un problème avec un grand P, c'est souvent faire échec à la nature discursive de l'esprit. Parce que beaucoup de nos préoccupations seront verbalisées intérieurement. On se dira blablabla. Et si, en méditant sur la respiration, on se dit lever, baisser, inspire, expire, à moins que notre voix intérieure soit ventriloque, on n'arrivera pas à dire deux choses en même temps. Donc on n'arrivera pas à dire ça continue, et en même temps lever, baisser. Donc on se remplit la tête. On se remplit la tête de quelque chose d'adéquat par rapport à la méditation qu'on est en train de conduire, puisque c'est simplement une manière de nommer ce que notre attention est en train de faire. Donc même si la note mentale, comme ça sur papier, ne vous parle pas, quand vous êtes dans une période difficile, avec une préoccupation majeure qui est un peu, selon vous, tout le temps présente, la note mentale et le comptage, c'est cette manière de lui donner quelque chose à faire. Parfois, c'est aussi approprié d'ajuster l'objet de méditation. Si le problème est un problème de douleur chronique et qu'il est proche de la région abdominale, c'est peut-être logique de vous intéresser à la respiration ici, au niveau des narines ou dans le dos. Si le corps est douloureux, ça peut être adéquat d'utiliser plutôt la conscience des sons que la conscience de la respiration, pour vous éloigner un petit peu dans ce que vous faites avec votre attention de ce qui est désagréable. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment une fuite, mais une fuite des plus nobles. Le but, c'est de fabriquer du calme, de fabriquer de la stabilité au milieu d'une situation dans laquelle vous n'en trouvez pas beaucoup, de pouvoir vous reposer aussi. Il y a aussi les activités dont on aimerait profiter pleinement, et là, la méditation, l'entraînement méditatif sont extrêmement utiles. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines, au milieu de problèmes familiaux, de relations familiales difficiles entre certains de mes proches, qui m'occupaient beaucoup la tête, d'être en train de jouer avec ma fille et de remarquer que je ne jouais pas avec ma fille, parce que mon esprit était complètement absorbé par ces préoccupations-là. Et j'en ai vraiment fait un exercice de méditation. Je perdais peut-être un poil de spontanéité dans mes interactions avec ma fille, mais c'était largement compensé par le fait que j'étais là. Ça implique de remarquer quand on est distrait et de se recentrer sur ce qu'on est en train de faire. Et il y a une attitude, je parle de méditation, c'est un enseignant de méditation qui proposait ça, d'une méditation de type western spaghetti. C'est-à-dire que je suis en train de jouer avec ma fille et tout à coup, un début de pensée ou une pensée sur ses préoccupations familiales apparaît. Je me recentre sur ce que je fais avec ma fille. Une autre pensée apparaît. Je me recentre. Et c'est vraiment ça. On ne cherche pas à les chasser. En fait, il n'y a pas besoin. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on y pensait, c'est bon. On peut se recentrer sur ce qu'on était en train de faire. Mais ce moment de reconnaissance, il peut y avoir un truc assez ludique. Si on se dit que c'est un jeu et qu'on veut, à chaque fois que ces pensées apparaissent, les reconnaître aussitôt que possible et revenir à ce qu'on était en train de faire, et qu'on le vit comme une méditation, et qu'on a pris l'habitude de le faire dans la méditation, c'est une compétence qui existe en nous. Donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser dans ce contexte-là. Donc la distraction dans un problème avec un P majuscule est une stratégie valable, dans certains cas. Évidemment, il y a aussi l'observation de ce problème en pleine conscience. Donc, un petit rappel, parce qu'il y a un état optimal dans la méditation, dans le rapport qu'on a à notre expérience, qu'on peut définir en 4 points.
premier, c'est qu'on est dans l'instant présent, simplement. Le deuxième, c'est qu'on observe notre expérience quand elle est difficile, en reconnaissant que la souffrance fait partie de notre nature humaine, que c'est pas un truc exceptionnel, que la maladie, la séparation d'avec ce qu'on aime, l'association avec ce qu'on n'aime pas, selon les définitions de la philosophie bouddhiste très large, qui disent que la souffrance humaine, c'est la naissance, la maladie, la mort, l'association avec ce qu'on n'aime pas, la séparation d'avec ce qu'on aime. Un champ, un spectre assez large et couvert avec ça. Le vieillissement, il le mentionne aussi. Et à partir du moment où on observe ce qu'on vit de désagréable, avec cette reconnaissance de ce que tout le monde est exposé à la même souffrance et que elle est inhérente à la fragilité, à la vulnérabilité humaine, on le vit d'une façon différente. Ça donne aussi plus de valeur à tous les moments agréables quand on reconnaît que la souffrance et la difficulté est la règle pour les êtres humains, pas quelque chose de scandaleux qui ne devrait jamais nous arriver, mais quelque chose qui arrive à tout le monde tout le temps. On entend souvent parler de ces personnes qui ont vécu un accident grave, par exemple, ou un problème de santé majeur, et qui se sont rétablis, et dont la vie a complètement changé ensuite, qui profitent plus de la vie, qui ont un rapport avec leurs proches plus investi qu'avant, qui parfois s'investissent un peu moins dans leur travail ou dans ce qui les occupait plus avant. Donc il y a cette reconnaissance de notre fragilité, de notre vulnérabilité, peut amener à ce que la vie soit vécue de façon plus pleine parce qu'on a conscience de notre fragilité quand on a eu ce genre d'expérience-là. C'est un peu ce que cette conscience de la vulnérabilité humaine signifie. Bon, être dans l'instant présent, avoir conscience de cette vulnérabilité, et plus techniquement, méditativement, observer notre expérience en reconnaissant justement que les états agréables comme les états désagréables vont passer. C'est ce qu'on appelle la notion d'impermanence. Le fait qu'il n'y a rien qui soit permanent dans le flux de notre expérience, il y a des choses qui apparaissent puis disparaissent, les unes après les autres. Et finalement, observer notre expérience en étant capable de s'en désidentifier. Donc nous ne sommes pas nos pensées, ni nos émotions, ni nos sensations, ce sont les choses que nous observons dans le champ de notre attention. Et c'est passer de « mon Dieu, je suis encore anxieux » à « ah » de l'anxiété, de cette capacité à être avec la part de nous qui observe. Donc, instant présent, reconnaissance de la vulnérabilité quand on est face à des choses difficiles et des choses agréables. Observation de notre expérience en reconnaissant que tout ce qui s'y passe ne durera pas, passera. Et observation de notre expérience en étant capable de s'en désidentifier. L'observation de la colère n'est pas colérique. L'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. C'est vraiment à cette capacité de désidentification que ça renvoie. Or, quand on est submergé par un problème avec un P majuscule, ce qui peut se produire et ce qui va justement lui donner ce statut de problème, c'est une altération, un changement de notre rapport à notre expérience qui va exactement dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le présent. On est dans le passé, avant c'était mieux, ou avant j'étais mieux, ou on est dans le futur, demain ce sera pire, ou demain ce sera mieux. Et on désinvestit le présent, parce que ce problème nous renvoie à l'époque où il n'était pas présent, et à l'époque où il pourrait être plus grave ou disparu. On quitte l'instant présent. Plutôt que d'avoir ce sentiment de vulnérabilité partagée, c'est-à-dire d'appartenir à la grande communauté humaine des gens qui sont aptes à la souffrance et qui sont vulnérables intrinsèquement, on a souvent une tendance à se sentir aliéné et séparé des autres. Un sentiment de solitude et de déconnexion. On se sent seul, victime d'une espèce d'injustice. Ce qui nous arrive n'est pas normal, et personne ne peut le comprendre à part nous. Donc, quand on est face à un problème chronique, typiquement, ça se passe souvent avec les problèmes de santé, on passe souvent, en tout cas, par ce moment où on se sent complètement séparé des autres personnes qui n'ont pas le même problème que nous. On passe de l'impermanence à justement une impression que le problème est là en permanence. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'insomnie. C'est que même quand on n'est pas objectivement en situation de souffrir de ce problème-là,
il est là. Il est constamment, on le vit comme étant constamment présent, stable, immuable, oppressant. Le problème a un impact sur notre identité. On peut avoir l'impression qu'on n'est plus la même personne et on est très loin de la désidentification. On se sent changer soi-même. On est une personne différente qu'avant. La personne saine, si c'est une maladie, est remplacée par une nouvelle identité de personne malade, une nouvelle identité de personne dépressive, ou d'une personne en deuil, d'une personne psychologiquement cassée, abîmée, en fonction du problème qu'on rencontre. Donc, quand on est face à un problème chronique, on se sent parfois marqué dans notre identité et justement pas du tout désidentifié de ce qu'on vit. Donc, sur le plan méditatif, évidemment que le travail qu'on peut faire, c'est d'essayer de rétablir ce rapport plus méditatif à ce qu'on est en train de vivre. En réponse à cette solitude et à cette séparation, il y a la notion de compassion qu'on va travailler pratiquement tout à l'heure, qui peut nous aider à nous reconnecter en fait avec, à faire échec à ce sentiment d'isolation. En réponse à cette impression que le problème est permanent, solide, on peut observer ce qui change et ce qui évolue et ce qui compose ce problème, parce qu'on le vit comme un bloc, alors que, comme d'habitude, la réalité est plus complexe que ça, sur le plan de ce qu'on expérimente. Et en réponse à cette identité de personne fêlée qui remplace l'ancienne, on peut pratiquer une désidentification en cherchant à coller au plus près de cette partie observatrice en nous. Et ça aussi, on va le travailler tout à l'heure. Alors, vous êtes prêts pour un premier exercice? Tout le monde a un problème avec un P majuscule à l'esprit, le problème du moment, que ce soit un problème relationnel, problème de santé, quel qu'il soit. Alors, on peut s'installer dans une position confortable. Ok, alors, je vous propose de commencer en faisant usage de votre imagination. Commencez par vous représenter des personnes ici ou ailleurs qui sont dans une situation proche de la vôtre, qui rencontrent le même problème ou le même genre de problème en ce moment. Peut-être que vous connaissez des personnes, vous-même, qui sont dans la même situation, une situation proche. Vous pouvez imaginer leur visage, leur vie de tous les jours, vraiment un travail d'imagination. À quoi les personnes dans le monde qui vivent le même problème que vous peuvent-elles ressembler dans votre imaginaire? Vous pouvez leur donner des visages si vous sentez que les visages apparaissent. Et à toutes les personnes qui sont dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur souhaiter dans une attitude bienveillante? Je vous souhaite, qu'est-ce que vous leur souhaiteriez? Quelque chose d'approprié pour vous. Et en répétant la phrase que vous avez choisie, en la leur adressant,
Et en vous adressant maintenant cette même phrase à vous-même, je me souhaite, ou la formulation que vous avez choisie. À chaque fois que je fais cet exercice, je réalise qu'il m'est beaucoup plus facile de souhaiter quelque chose d'adéquat à d'autres personnes qui vivent la même chose que moi qu'à moi-même. Pour moi, c'est un bon truc de prendre ce détour. Et je pense aussi que c'est une manière objectivement de se rappeler que non, nous ne sommes pas la seule personne au monde dans cette situation. Il n'y a vraisemblablement pas, même si on est unique. Et ça permet de rétablir un petit peu cette notion de conscience de la communauté humaine qui souffre par moments de la même manière que nous, et d'entrer en relation avec ce qu'on vit d'une façon plus adéquate. Maintenant, parfois on peut aussi utiliser la formulation « je nous souhaite » à un moment ou à un autre, c'est-à-dire s'intégrer avec ces personnes et le souhaiter à nous et à eux. Sur le plan de l'impermanence et de la fluidité de ce qu'on vit, il y a toujours des parties de notre vie qui échappent au problème. Dans le problème lui-même, on vit des hauts et on vit des bas. Il y a des bons jours, des mauvais jours. Et évidemment que ce n'est pas un problème solide, ce n'est pas un bloc, mais c'est une succession de moments, d'émotions, de sensations, de pensées qui se répondent, qui s'alimentent, qui s'amplifient, et qui constituent cette espèce de nuage noir qui nous accompagne parfois. Chaque moment vécu va renforcer ou atténuer l'intensité de ce qu'on ressent. Donc il n'y a pas de problème avec un P majuscule. C'est la définition qu'on en donne nous-mêmes parfois, mais c'est évidemment une succession de petits moments. Et on sait que les émotions durent 90 secondes, si on ne les alimente pas, donc elles montent, elles redescendent. Et la pensée, ce problème est permanent, est aussi juste une pensée qui va durer encore moins que 90 secondes. Donc, vous pouvez brièvement fermer les yeux et vous poser juste 2 ou 3 questions en lien avec ce problème. Quelles sont les émotions qui apparaissent puis disparaissent en vous, en essayant de toutes les identifier, parce qu'il y en a différentes qui apparaissent à différents moments en relation avec ce problème-là. Est-ce que vous pouvez en nommer et en reconnaître autant que possible ? Et peut-être en essayant d'évoquer des moments où ce problème est très présent pour vous, quelles sont les sensations dans le corps qui apparaissent puis disparaissent en lien avec ce problème ? Est-ce que vous pouvez laisser votre corps s'en souvenir ? Quels sont les moments où ce problème prend le moins de place pour vous, les moments où il a le plus souvent tendance à se faire discret ou moins important? À quel moment est-ce que ça se produit pour vous? Les moments où il s'oublie un peu, où vous y pensez le moins ou pas du tout? Ça va mieux.
Et une dernière question, une question classique peut-être pour vous. En laissant ce problème de côté, quels sont les aspects de votre vie qui vous conviennent, qui sont source de satisfaction et de bonheur, que vous n'aimeriez pas voir changer? Un tout petit moment de réflexion sur le contentement. Autant les activités qui vous font du bien, les moments que vous chérissez, les relations qui vous font plaisir, toutes les choses qui comptent pour vous, que vous n'aimeriez pas voir changer, qui vous satisfont très bien comme elles sont. C'est exactement ces questions-là qu'on peut se poser pour saisir les moments, saisir les nuances en fait, dans ce qu'on expérimente souvent comme étant quelque chose de permanent et de constamment présent. Il y a les moments où c'est peut-être pas là, ou dans notre perception, il y a des moments où c'est moins là, il y a des aspects de notre expérience qui nous apportent du plaisir même quand ce problème est présent. C'est toutes ces choses qui nous permettent de nuancer ce problème, de le voir comme une succession de moments, de reconnaître chacun de ces moments, chacune des émotions et des sensations impliquées, et de repérer aussi les moments où ils ne se manifestent pas, pour que cette espèce de bloc inamovible et permanent devienne changeant, composé de plein de petits éléments différents, et avec des moments de repos, de pause ou d'absence. Ok. Le dernier point, ça c'est pour l'impermanence. Pour en remettre un petit peu de ça aussi, ça va passer. Il y a cette question de la désidentification. Il y a un enseignant de méditation qui était très âgé, mais qui tenait à voyager en Inde, faire un pèlerinage en Inde. Et il faisait extrêmement chaud, ils avaient très peu mangé, ils étaient très fatigués. Munindra, il s'appelait l'enseignant. Et un des plus jeunes accompagnants lui a dit « Mais est-ce que ça va ?» Parce qu'il y a dans cette station de bus, avec le bus qui n'arrive pas, il fait 40 degrés, on n'a pas mangé depuis 8 heures. Sa réponse, c'était de dire « Il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. Il y a de la faim, mais je n'ai pas faim. Il y a de l'irritation, mais je ne suis pas irrité. » Et c'est un peu cette capacité-là qu'on cherche à travailler. Il y a une illustration, je trouve, pour moi, extrêmement impressionnante de cette capacité à se désidentifier et de ce que ça implique sur le maintien de notre intégrité. Parce que quand on est face à un problème avec un P majuscule, parfois c'est notre intégrité en tant que personne qui est menacée. Comment on se définit, notre identité. Et il y a une partie de nous, vous pouvez à la fois prudemment me croire et le vérifier par vous-même, il y a une partie de nous, une compétence en nous, une faculté en nous qui est toujours intacte, quoi qu'il nous arrive. Et un enseignant de méditation qui, lui aussi, avait un âge avancé, mais avait une santé plus précaire, parce qu'il avait un début d'Alzheimer, et il donnait une de ses causeries de fin de journée, et tout à coup, il a eu un blanc. Donc, il était au début
dans les premiers stades de la maladie, mais il a eu un moment d'absence complète. Et quand il en a émergé, il s'est mis à nommer ce qu'il vivait. Et il a dit confusion, peur, confusion, peur, honte, peur. Et il nommait chaque moment de son expérience les uns après les autres, et à chaque fois qu'il le faisait, il réaffirmait le fait que cette partie de lui qui peut observer et reconnaître ce qui se passe était intacte au moment où il prononçait les mots. Et je pense que c'est à la fois une histoire terrible, mais en même temps en un sens rassurante, parce qu'il y a quelque chose en nous qui, même face à une maladie qui, par définition, altère notre capacité à reconnaître ce qui se passe, cette capacité reste intacte très longtemps. Et quand on vit quelque chose de difficile, il y a toujours cette capacité en nous de l'observer qui n'est pas directement affectée. On a l'impression qu'elle l'est, mais elle ne l'est pas. L'observation de la colère n'est pas colérique, l'observation de l'anxiété n'est pas anxieuse. Cette partie de nous qui observe n'est pas affectée par ce qu'elle observe. Elle est indépendante de ce qu'elle observe. Et plus on l'utilise, plus elle se renforce. Et la partie préservée de notre intégrité en tant que personne, pour moi, elle est très intimement liée à cette capacité-là. Et tant que cette capacité-là, on l'exerce, et plus on l'exerce, plus on affirme qu'il y a en nous quelque chose qui reste entier et préservé, quelle que soit l'expérience difficile qu'on est en train de vivre. Je vais vous proposer de l'entraîner, cette capacité-là, parce que je pense que c'est pas mal de finir comme ça. Vous pouvez fermer les yeux. Et je vous propose d'utiliser de façon très rigoureuse cette notion de note mentale. C'est-à-dire d'ouvrir votre attention complètement à toute votre expérience, mais intérieurement de dire son quand c'est un son qui prend la place centrale, sensation pour une sensation, image pour ce que voient vos yeux fermés, si c'est ce qui attire votre attention, odeur et goût, c'est plus rare, et évidemment pensée quand c'est une pensée que votre esprit produit, qui est au centre de l'attention. Donc vous laissez votre expérience se dérouler, mais vous prenez soin de nommer, même a posteriori, si vous avez eu une pensée qui vous a entraîné loin, quand vous émergez, prenez le temps de dire « pensée » pour affirmer que vous l'avez noté et que vous l'avez reconnu aussi. Son, il n'y a que 6 possibilités. Son, sensation, image, odeur, goût, pensée. Chacun de vos 5 sens et les pensées. Vous pouvez le faire intérieurement d'une façon aussi continue que possible. Et parfois, vous faites un choix en disant sensation. Si vous sentez à la fois une sensation et entendez un son, vous choisissez d'observer plutôt la sensation. C'est tout à fait possible de le faire.
Quand vous utilisez la note mentale face à un problème chronique, le choix des mots peut avoir de l'importance. Et je vous recommande d'en rester à des choses très simples. Par exemple, parfois, dire anxiété pour quelqu'un qui a un problème d'anxiété chronique, c'est presque déjà trop intense. Il vaut mieux dire sensation, parce qu'il y a une sensation liée à l'anxiété qui est présente, et pensée, ou émotion, un terme tout à fait générique. Pour quelqu'un qui a un problème de douleur chronique, dire douleur, ça peut être très chargé. C'est plus approprié de dire sensation, et d'observer la douleur en tant que sensation, et d'observer les émotions en tant qu'émotion. De choisir un vocabulaire qui en lui-même ne va pas renforcer la perception que vous avez d'un problème qui est là. Un vocabulaire qui est aussi neutre et descriptif que possible. Donc le problème, une fois qu'on l'aborde de cette manière-là, il redevient plus facile de l'observer en pleine conscience parce qu'on le décompose un petit peu en des petits éléments qu'on peut reconnaître. C'est les trois axes qui pour moi ont du sens pour un problème chronique, c'est la compassion avec les autres personnes qui sont dans la même situation que nous, cette prise de conscience du caractère impermanent, changeant, composé de plein d'éléments du problème, et cette culture de l'observateur intérieur qui peut observer tout ce qui se passe en nous, quelles que soient les circonstances. Est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui ne doivent pas s'enfuir maintenant ?